Donc le tribunal sera l'occasion d'enseigner ma pensée à Macron et à ses petits ministrons. Ce sont des petits ministrons, ce ne sont pas des ministres. Des gens sérieux et qui travaillent leur dossier auraient pu savoir que Franklin Nyamsi, les idées qu'il défend, elles datent de très longtemps. Je défendais ces idées avant la naissance de Facebook, avant la naissance de YouTube, avant la naissance de TikTok. Oui, je défendais ces idées avant la naissance de Twitter, devenu X. Je les défendais. Donc ce n'est pas la Russie, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Niger qui m'ont jeté dans l'arène du combat pour l'émancipation de l'Afrique. C'est une passion très précoce qui est née de mon expérience de citoyen issu du terroir de la résistance camerounaise, le terroir de l'union des populations du Cameroun, un pays Bassa où j'ai grandi. C'est là-bas que ma prise de conscience a été faite. En découvrant l'histoire de Wandi Ernest, l'histoire de Oumyobé, l'histoire de Sende Afana, l'histoire des héros de mon pays, Félix Roland Moumié. C'est cette histoire-là qui, moi, m'a verticalisé. Et quand je me suis rendu compte que cette histoire était une copie conforme de l'histoire des grands héros, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Centrafrique, du Congo, d'Afrique du Sud, de Namibie, d'Angola, de Mozambique, de Guinée-Bissau, de Guinée-Conakry. Quand je me suis rendu compte que c'était la même histoire, alors s'est embrasé ma conscience panafricaine. Dans la première partie de mon âge adulte, j'ai cru qu'en utilisant l'arme du dialogue et en approchant l'Occident, en tant que citoyen adoptif français, on pouvait convaincre la France d'accepter la réforme, d'accepter de renoncer à cette relation néocoloniale abjecte qui aujourd'hui est la cause de sa chute. J'ai sacrifié une dizaine d'années de ma vie dans ce plaidoyer à l'intérieur de la France, en tant que militant du Parti Socialiste, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, dans la ville de Saint-Paul-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais. J'ai prêché. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mon ami Guy François, dans le Pas-de-Calais, avec qui nous avons crapahuté dans toute la gauche, même jusqu'au centre politique français, pour expliquer l'importance de la décolonisation africaine, au début des années 2000. Au début des années 2000. Voilà ce que je faisais en France. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Dans la deuxième phase de ma vie adulte, j'ai repris contact avec mon continent natal, l'Afrique, pour participer à la formation, non seulement des jeunes, mais également pour participer à la phase décisive de la lutte de libération définitive du continent, la décolonisation réelle. Voilà comment, j'ai épousé la révolution malienne, la révolution burkinabé et la révolution nigérienne. C'est pour des raisons profondément personnelles. C'est une conviction personnelle qui m'a amené à soutenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Si vous n'avez pas cette conviction personnelle, en février 2022, alors que le Mali est sous embargo, vous n'allez pas oser prendre un avion pour venir au Mali. Oui, en 2022, pour venir au Mali, on faisait des acrobaties dans l'espace pour entrer au Mali. Mais c'est parce que j'ai compris qu'un grand moment, un grand tournant historique était en train de se dérouler. Et que les officiers, dirigés par celui qui était alors le colonel Assimi Goïta, étaient en train de reprendre le noble combat de nos ancêtres politiques dans tout le continent. Moi, j'ai flairé cela. J'ai senti le moment historique. Et je suis venu soutenir le Mali. La pratique de la philosophie et le développement de la spiritualité nous enseignent l'intuition des grands événements. Cela nous permet de voir plus tôt, longtemps avant, les grands moments qui arrivent. C'est ainsi que j'ai senti le grand moment malien et que je suis venu soutenir le Mali. Et je le soutiens. Parce que ce que le Mali demande là, c'est ce que je demande depuis mes 19 ans à la dictature de mon pays natal, le Cameroun. Et c'est ce que j'exige au régime néocolonial français. C'est ce que le Mali demande. Les aspirations de la République du Mali correspondent parfaitement à mes aspirations de jeune Camerounais à 19 ans. Les aspirations du Burkina Faso et du Niger, mais c'est la copie collée de ce que nous revendiquions dans les campus, ce que nous revendiquions dans les rues du Cameroun. Quand nous avions 18 ans, 19 ans, 20 ans, l'indépendance réelle de notre pays. La fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation de nos dirigeants. La fin du soutien aux viols constitutionnels, aux fraudes électorales, aux présidents fantoches. Et la fin du pillage, de l'exploitation éhontée de nos ressources, en même temps que du mépris de nos immigrés. Ils ne veulent pas voir le fond du problème. Ils veulent, essayer de noyer le poisson dans des histoires de forme. Comme vos idées sont compatibles avec celles de la Russie, alors vous êtes un ennemi. La vraie question est, avez-vous le droit de maintenir des bases militaires en Afrique, après tous les crimes que vous avez perpétrés ces 600 dernières années contre les Africains? La vraie question est, votre monnaie criminelle du franc CFA, que vous avez créée en 1945, pour prélever des profits faramineux sur le dos des Africains, est-ce que vous avez le droit de continuer à piller monétairement l'Afrique? Est-ce que vous avez le droit, après avoir assassiné des millions d'Africains, du 16e siècle au 21e siècle, après avoir assassiné des centaines, des milliers de leaders, de cadres africains, est-ce que vous avez le droit de continuer?
C'est ça la question. Est-ce que vous avez le droit de continuer à soutenir des organisations terroristes qui ensanglantent le continent pour utiliser leur action comme un moyen de repositionner vos troupes et vos multinationales comme des sangsues sur les richesses de l'Afrique? C'est ça la question de fond. Est-ce que vous avez le droit de vous mêler, d'imposer aux Africains le type de civilisation, le type de politique, d'idéologie qu'ils doivent suivre? Voilà le fond dont nous serons appelés à débattre devant le tribunal administratif où je vais traîner Macron et ses deux ministres. Je vais traîner le gouvernement de Macron devant le tribunal administratif. Il aura à s'expliquer sur le fond. Et je vais donner les pièces à conviction, eh bien, de l'antécédence de mon engagement anticolonialiste, anti-impérialiste. Mon engagement anticolonialiste et anti-impérialiste ne m'a pas été inspiré par la Russie. Ne m'a pas été inspiré par le Mali, par le Burkina Faso, ou le Niger, ou la République centrafricaine. Non. Ce sont les révolutions de ces pays-là, je les ai rejointes sur la base de mes convictions personnelles anciennes. Voilà la vérité. Bon, on me traite d'agent de la Fédération de Russie, mais c'est étonnant pour un agent de la Fédération de Russie qui lui aurait rendu des services aussi faramineux, que je sois, eh bien, l'individu modeste dont vous saisissez les menus biens, honteusement. Faites donc une enquête pour savoir ce que je possède dans le monde. Mais tout ce que je possède personnellement à peu près dans le monde, là, mais vous l'avez pris dans votre décision. Vous avez pris tous les objets que je peux posséder dans le monde. 2 appartements, quelques biens qui sont à l'intérieur. Vous gelez ça. Regardez les comptes, mes 2 comptes bancaires. Opérationnels, vous gelez quoi? Qu'est-ce que vous gelez? Je ne vole pas de l'argent quelque part pour venir le stocker, comme les escrocs, eh bien, néocolonisés africains le font. Si j'étais un dictateur africain, on comprendrait que votre saisie d'avoir, eh bien, vous permette au moins de vous réjouir de ce que vous allez prendre. Mais ce que vous allez me prendre, qu'est-ce que ça représente? Je sais que la France est en difficulté, mais quand même. 2 petits appartements. Un véhicule. C'est avec ça que la France va se relever. Vous faites cela, en fait, pour simplement intimider les autres Africains de France pour qu'ils ne rejoignent pas fièrement le juste combat que nous menons. Bon, la deuxième accusation, c'est que je suis coupable avec Nathalie Yam. Oh, ma pauvre sœur bien-aimée. Bon courage à toi, bon courage à nous. Je suis coupable avec Nathalie Yam et Kémy Séba, dont on me rappelle au passage la déchéance de nationalité, comme une épée de Damoclès qui serait placée sur ma tête à moi. Nathalie Yam, dont on me rappelle l'exclusion du territoire européen. Elle est suissesse de naissance. Elle est de mère suisse. Elle a le droit de rentrer en Suisse. C'est son pays. C'est le pays de sa mère. Mais comme la Suisse est entourée de pays européens, ces voyous ont pris une mesure pour l'empêcher de rentrer chez elle. Ils lui ont interdit de survoler leur espace. Du jamais vu. Le mépris total du droit international. Donald Trump a eu raison de dire que le droit international n'existe pas. N'est-ce pas? Et quant à notre frère combattant Kémy Séba, ils l'ont déchu de la nationalité française, en fait pour menacer tous les Africains nés en France, et ayant donc la nationalité française en raison de la naissance. C'est un acte qui avait pour but de leur dire, vous n'êtes pas français. Vous n'êtes pas français comme les autres. Vous, on peut vous déchoir. Parce que vous voyez très bien qu'ils ont du mal, quoi qu'ils fassent, à déchoir ceux qui sont blancs comme eux, de la nationalité française, même quand ils leur en veulent. Vous voyez bien comment ils se comportent. C'est là où vous voyez comment ça pue le racisme. L'Élysée, là, l'Élysée pue le racisme à distance. C'est honteux. Bon, alors, la deuxième accusation que je retiens dit que moi, Franklin Yamsi, je suis responsable du sentiment anti-français qui se répand en Afrique, qui s'est répandu en Afrique. Et comment le suis-je? Parce que j'écris des livres, je donne des conférences qui sont fortement vues, qui ont une très grande audience. Donc je suis victime de mon succès médiatique. Ils ont évalué à plus de 130 millions de vues mes différentes conférences. Mais essayons de voir ce problème au noyau, au centre. Le sentiment anti-français. Laissons la France. Imaginons une puissance. Nous allons donner à cette puissance un nom. Bon, je vais appeler cette puissance le povard. Povard. Je crée un mot comme ça qui ne veut rien dire. Le povard. Imaginez un pays qui s'appelle le povard. Et qui, pendant 600 ans, vient dans un autre pays qui s'appelle le Vareux. Donc le povard arrive avec ses armées dans le territoire du Vareux. Il attrape des millions d'êtres humains et il les amène pour les réduire en esclavage et développer le povard.
Quel est le sentiment qui va naître parmi ceux qui ont été ramassés dans le Vareux et amenés de force travailler et mourir pour le pouvoir? Ce sentiment-là, il va être un sentiment pro-pouvoir ou anti-pouvoir. Laissons la France. Parce que peut-être qu'à Paris, ils ont un problème d'imagination qui leur permet de comprendre l'ignominie de leur position. Oui, prenons le pouvoir. Le pouvoir vient, il réduit en esclavage des millions d'habitants du Vareux. Et quel est le sentiment qui va dominer parmi les survivants et même parmi ceux qui ont vécu la tragédie de la traite varienne? Le minimum qu'on puisse quand même reconnaître à la victime, c'est qu'elle puisse ne serait-ce que haïr ce qu'on lui a fait, haïr ce qu'il lui a fait. Il est nécessaire que les habitants du Vareux auront un sentiment anti-pauvarien. Oui ou non? Écrivez bien la métaphore. Le Povar, le pays agresseur, le Vareux, le pays agressé. Un Vareusien sera toujours porteur d'un sentiment anti-pauvarien. Parce que le pauvarien a bénéficié de sa réduction en esclavage un jour. N'est-ce pas? Bon, ok, l'esclavage, c'est il y a 600 ans, il y a 400 ans, il y a 300 ans. Bon, imaginons que l'esclavage passe. Pendant que l'esclavage passe, on apprend que le Povar s'est réuni avec d'autres pays pour se partager à nouveau le Vareux. Safroulaye. Les Povarois reviennent encore. Cette fois-ci, ils viennent esclavagiser les habitants du Vareux dans leur territoire. Ça s'appelle la colonisation. Ils appellent ça mission civilisatrice. Ils commettent des kidnappings, des viols. Ils détruisent des temples. Ils détruisent des œuvres d'art. Ils volent des minerais. Ils volent les richesses. Ils volent. Ils massacrent. Ils déportent des populations du Vareux. Ils le font pendant pratiquement 250 ans. Dites-moi, si vous êtes un habitant du Vareux, et qu'on vous explique que c'est cela qu'on a fait à vos parents, de 1884 pratiquement jusqu'à 1960, est-ce que franchement, ça va vous amuser? Vous n'aurez aucun sentiment contre les gens du pouvoir? Vous n'aurez vraiment aucun sentiment contre les gens du pouvoir? Bon, ok, d'accord. Imaginons que vraiment, avec le temps, tout passe, tout s'en va, comme dit la chanson française. Voilà qu'on arrive en 1960. Le pouvoir organise la fausse décolonisation du Vareux. Il maintient des petits roitelets pour continuer à voler les richesses du Vareux. Et il maltraite les populations du Vareux qui veulent venir manger un peu de leur propre richesse dans le territoire pauvarois. Il crée une politique des visas, une politique anti-immigrationniste. Mais il continue à voler l'or, le pétrole, le manganèse, l'uranium, le cobalt, le lithium. Et il continue à massacrer les intellectuels du Vareux. Il massacre leur président quand ceux-ci revendiquent les intérêts légitimes et vitaux de leur peuple. Il continue à massacrer comme ça. Dites-moi franchement, si vous êtes un habitant du Vareux, est-ce que vous n'aurez pas de sentiment contre les gens du pouvoir, et notamment le pouvoir politique pauvarois? Honnêtement, en oubliant la France, en oubliant l'histoire réelle, personne de normalement constitué dans sa tête ne peut penser que les Africains sont animés d'un sentiment anti-français qui aurait été fabriqué par les réseaux sociaux. Non! Le sentiment anti-français, c'est simplement le retour du refoulé des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité perpétrés par la France en Afrique. Il y a une loi de la mémoire qui a été étudiée spécialement en France par le sociologue Maurice Halbwachs. Cherchez le livre de Maurice Halbwachs intitulé « Les cadres sociaux de la mémoire ». Halbwachs a en particulier étudié le fonctionnement de la mémoire individuelle et collective. Et il a démontré que les peuples sont comme les individus. Ils n'oublient rien. Simplement, dans certaines circonstances, leurs souvenirs sont beaucoup plus vivaces. Leurs souvenirs reviennent. Et qu'il y a une loi de la mémoire qui veut que on est condamné à revivre les tragédies qu'on n'a pas surmontées. Pourquoi les Africains, aujourd'hui, se souviennent-ils des crimes négriers de la France? Pourquoi se souviennent-ils des crimes coloniaux de la France? Plus que jamais. Mais parce que la France n'a pas arrêté sa politique négrière, raciste. Sa politique colonialiste, néocolonialiste et impérialiste envers l'Afrique ne s'est pas arrêtée. Donc, quand un problème chronique s'est posé dans le passé d'un individu ou d'une collectivité, cet individu ou cette collectivité sont condamnés à faire face à ce problème, soit à le résoudre et donc à le dépasser, soit à être dissous et détruits par le problème en question. Voilà ce que montre Maurice Halbwachs dans son livre consacré aux cadres sociaux de la mémoire. Halbwachs était un philosophe qui avait fait une partie de sa carrière dans la région de Strasbourg. Je vous invite à le lire. Emmanuel Macron, qui prétend avoir été un temps le secrétaire de Paul Ricoeur, devrait aller lire Halbwachs pour comprendre. On n'a pas besoin d'un sentiment anti-français, il suffit simplement qu'on connaisse les faits. Les faits, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les déportations, les crimes économiques perpétrés contre la France en Afrique. Cela suffit pour noircir la note française, la rougir du sang des innocents et exiger une emendatio rerum franco-africana.
une réforme complète, une révolution de la relation franco-africaine. Monsieur Macron, je ne suis pas responsable du sentiment anti-français. Heureux, faites vos études historiques sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes économiques perpétrés par la France en Afrique. Toute la colère africaine contre la France est basée sur des faits historiques. Vous ne pourrez pas les effacer par révisionnisme ou par négationnisme. Nous autres ne sommes que les messagers de l'histoire. Nous sommes les passagers, les serviteurs, les passeurs, les passerelles de la conscience historique africaine universelle. Nous accomplissons notre devoir. Un intellectuel qui a fait les études pointues qui sont les miennes ne peut pas justifier son existence dans le monde si son savoir ne sert pas à la communauté qu'il a vu naître. Si son savoir ne sert pas à sa famille, si son savoir ne sert pas à son pays, si son savoir ne sert pas à son continent, un intellectuel a vécu pour rien. Je ne veux pas vivre pour rien. Je fais juste ma part, mais on me connaît sous le nom de docteur des preuves. Je ne dis que ce que je peux prouver. Et quand je me trompe, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Je ne suis pas infaillible. Enfin, le troisième point de cette accusation détaillée et inquisitoriale, qui est en réalité un acte de mise à mort, comme le dirait ma sœur bien-aimée Nathalie Yam, là il s'agit d'un assassinat de caractère. C'est-à-dire qu'en fait, ma simple existence est un problème maintenant pour la France. Je comprends que la prochaine étape, si déjà elle n'est pas mise en place, c'est de monter une opération homo pour m'éliminer. Éliminer Nathalie Yam, éliminer Kemi Seba, éliminer tous ceux qui sont les pièces maîtresses de la conscientisation africaine par les réseaux numériques. Mais il faut faire très attention. Vous n'êtes pas les détenteurs de nos vies. Je comprends que le projet, c'est celui-là. Avoir la manière complètement rageuse, hargneuse, arbitraire, de rassembler, de massifier les faits. Ah oui, j'ai voulu être conseiller de la Fédération de Russie. J'ai voulu, hein, mais j'ai aussi voulu aller à la Lune. Désormais, vous êtes assis dans vos bureaux, à l'Élysée, et vous jugez les gens pour des intentions que vous leur prêtez. Ah oui, je voulais être conseiller de la Fédération de Russie aux affaires africaines. Mais si la Russie me nomme, ça fait quoi? C'est votre problème. C'est vous qu'on va payer. Quand François Fillon faisait de l'argent en Russie, quand Total, etc. font de l'argent en Russie, on vous a demandé quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas des Français qui continuent à faire de l'argent en Russie? Quand je suis allé en Russie, j'ai vu des enseignes françaises qui fonctionnent encore. Hein. On aime bien l'argent des Russes, mais on n'aime pas les Russes. Dans les milieux, eh bien, russophobes occidentaux. On aime bien l'argent de la Russie. Son gaz et son pétrole, on continue de les acheter en cachette. La même France, là, elle fait traiter son combustible nucléaire par la Russie, Rosatom. Quand c'est vous, ça vous arrange. Le même Macron qui s'est levé, il est allé s'asseoir sur une longue table, comme un pestiféré, pour parler avec le président Poutine. Maintenant, oh, ouais, il me reproche, ah ouais, j'aurais eu l'intention d'être le conseiller du président Poutine. Moi, je n'ai jamais rencontré en vis-à-vis le président Poutine, et il ne m'a pas encore fait cette proposition, que j'examinerai volontiers avec beaucoup d'intérêt. Vous parlez de quoi? En quoi je vous dois? Je vous dois professionnellement allégeance? C'est écrit où? Dans la loi française, que quand on devient citoyen français, on ne peut pas être conseiller russe. C'est écrit où? Quant au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est l'Afrique, c'est chez moi. Je suis sahélien, monsieur. Je suis africain, je suis sahélien. Que je défende l'Afrique, c'est moi-même que je défends. C'est la terre de mes ancêtres, l'Afrique. Vous parlez de quoi? J'ai pas besoin. Même que le président Goïta me nomme, je ne sais pas, formellement. J'ai pas besoin que le président Tiani me nomme formellement. J'ai pas besoin. Je suis à la disposition de la révolution africaine. Et depuis mes 19 ans. Ne chargez pas ces messieurs d'une responsabilité qui n'est pas la leur. Moi, j'ai commencé mon engagement politique à l'université de Yaoundé au Cameroun, dans ma 18e, 19e année. Oui, c'est pas le président Goïta, le président Tiani ou le président Traoré qui m'ont mis dans la politique. J'étais dedans avant. Vous les chargez comme si nous, on était des gamins, hein, à pratiquement 54 ans, le 31 mars prochain. Vous pensez vraiment que j'ai attendu 2021, l'arrivée du président Goïta au pouvoir? 2022, l'arrivée du président Traoré au pouvoir? 2023, l'arrivée du président, eh bien, Abdourahmane Tiani au pouvoir. C'est là que j'ai attendu pour devenir un intellectuel engagé dans l'émancipation africaine. Je l'étais avant. Laissez ces hommes d'État tranquilles et arrêtez de les traîner dans votre petite boue de république bananière monumentale en chute libre. Africa, oh, Africa, oh.